aussi nombreux. L'idée c'était de faire un point aujourd'hui sur les DAO. Donc on a la chance d'avoir Jérôme Dasset parmi nous et il nous présentera en particulier Moloch DAO. Et moi je vais commencer présenter un peu les problématiques de l'open source et comment des DAO peuvent répondre à cette problématique. Donc je présenterai notamment Gitcoin pour voir un peu ce qu'ils font et comment ils s'organisent. Et à la fin, Vladimir présentera aussi Aragon DAO. Et une fois qu'on a présenté ça, on pourra aussi s'asseoir et puis échanger si vous avez des questions sur le sujet ou des choses à apporter. Du coup, je voulais commencer à prendre un exemple qui me semble intéressant en ce moment. C'est, je ne sais pas si vous connaissez NPN, sûrement. Donc c'est un package JavaScript qui est vraiment beaucoup utilisé par 10 millions d'utilisateurs et téléchargé des milliards de fois par mois. Et on se rend compte aujourd'hui, donc je ne sais pas si vous connaissez, mais en fait c'est NPN Inc. Et aujourd'hui il y a un problème un peu d'organisation de la rentabilité de NPM. Et il y a toute une restructuration qui est en cours. Donc, la CTO est partie, il y a beaucoup de gens beaucoup de mouvements. Et donc ça nous interroge sur derrière les projets open source, JavaScript utilisé par des milliards de gens, comment on s'organise pour à la fois gouverner, mais aussi trouver des financements pour ces choses-là. Et donc NPM Inc. en fait, ça a été financé, donc il y a eu un Synroad en 2014. Et comme tout financement, il faut avoir de la rentabilité des années plus tard. Et on est un peu dans cette période-là. Donc il faut savoir que le CEO a été changé et il y a beaucoup de questions qui s'interrogent sur la viabilité du financement aujourd'hui de NPM et comment ils peuvent continuer à exister. Et ce matin, il y a encore le main mainteneur du CLI NPM qui a démissionné. Voilà. Donc tout ça pour dire que pour tout ce qui est open source, il faut aussi s'approprier comment on finance les choses, comment on s'organise pour avoir des solutions pérennes sans passer par forcément des VC qui eux ont forcément une demande de rentabilité associée. Et des gros projets comme ça, donc c'est des choses où je pense que les DAO peuvent apporter pour trouver des solutions. Et donc c'était un peu pour introduire quelles sont les solutions, les gouvernances pour les gouvernances, mais aussi le financement. Donc, là c'est assez un focus sur les projets open source, mais finalement si on arrive à organiser ça sur des projets open source, après on peut décliner ça sur des choses plus de bien commun. C'est un peu l'approche ici. Et donc, je voulais donc parler à la fois de Entropy, Bitcoin et Continuous Organisation rapidement. Et après, je laisserai la parole sur Moloch DAO et Aragon DAO. Donc Entropy, c'est justement l'ex-CTO de NPM qui est parti et qui est en train d'essayer de lancer un projet qui est en fait une fédération de packages avec tous les écueils qu'il y a eu sur NPM. Finalement, elle est partie et l'idée c'est vraiment de pouvoir lancer une solution open source et intégrer, au lieu d'être centralisé sur un seul acteur qui doit maintenir tous les registres NPM, pouvoir fédérer ces choses-là pour éviter l'écueil qui est en train d'arriver sur NPM Inc. Donc ça me semble une bonne initiative et je vous invite à regarder la vidéo de l'ex-CTO qui présente bien toute la problématique des projets open source, de leur gouvernance et de leur financement. Et donc le point
que je voulais présenter aussi, c'est Gitcoin, c'est un site qui permet de financer les projets open source, à la fois plus sous forme de bounty pour créer des issues, mais aussi avoir des programmes plus long terme parce que c'est pas juste créer des petites issues, mais on a besoin pour les projets open source d'avoir des visibilités plus grandes. Et donc parmi toutes les solutions que propose Gitcoin, il y a ce qui a été lancé qui est les grants. Et donc l'idée de ce grant, c'est qu'il va y avoir une l'Ethereum Foundation, par exemple ici, qui a donné à 50 000 $ en fonds. Par contre, elle va dire, moi je ne suis pas compétent pour dire quel projet a besoin de ces 50 000 $. Il y a peut-être une dizaine de projets qui ont postulé et qui sont dans l'écosystème Ethereum. Elle dit, moi je veux bien financer 50 000 $, mais je veux aussi donner la possibilité aux gens d'orienter le choix de financement. Et donc c'est ce qui est appelé liberal radicalism. Donc au début c'était un peu un mot barbare, donc je suis allé voir un peu ce qu'il y avait derrière et je vais essayer d'expliquer justement comment ils ont essayé d'organiser cette distribution de fonds pour financer des projets open source. Donc si on va voir derrière ce mot un peu barbare, en fait c'est un papier qui a été coécrit avec Vitalik et l'économiste Glenn Will. Et finalement ce papier aussi lui tire son idée d'un précédent livre de Glenn Will et Eric Posner intitulé Radical Market. Donc si on creuse encore l'idée, en fait Radical Market est lui-même inspiré d'autres anciennes idées d'économistes du siècle passé, avec notamment Arnold Herberger Tax, on expliquera ça un peu plus tard, et d'autres penseurs ou économistes qui ont essayé justement de trouver des théories, des systèmes pour pouvoir répartir les décisions. Donc vraiment de manière schématique, si on prend le capitaliste à vue grande échelle, c'est en fait des mécanismes de marché qui permettent d'organiser la société, mais l'écueil c'est qu'on va avoir ces mécanismes de marché vont conduire à une monopolisation et une accumulation à certaines personnes. Et on a certains secteurs qui ne sont pas du tout couverts par ce mécanisme de marché. Et à l'inverse, si on prend le socialisme à grande échelle, on a vraiment un accent sur l'importance sociale, mais on va avoir potentiellement une organisation centralisée qui peut devenir aussi bureaucratique, voire comme les décisions sont centralisées, ça peut être soumis après à soit assez arbitraire, voire même corruptible du fait de la centralisation. Et l'idée un peu derrière le Radical Market, c'est d'avoir à la fois décentraliser les pouvoirs, mais aussi encourager, avoir un incentive et encourager les actions collectives. Donc c'est un peu essayer d'avoir le meilleur des deux. Et pour ça, il y a certains outils qui sont remis au goût du jour. Donc, dans le livre, il parle de Common Ownership Self-Asset Tax. Et donc, c'est ce qu'on avait vu là, Arnold Herberger Tax. Donc, l'idée, c'est une des idées qui est sortie de ce livre et qui est, par exemple, aujourd'hui expérimentée par Dether, qui est une application dans la blockchain et qui utilise des smart contracts. Donc l'idée, c'est que si j'ai un bien de cette taxe, si j'ai un bien, c'est moi-même qui va fixer le prix. Donc si je fixe le prix de cette salle, je mets le prix. Et par contre, je dois payer un pourcentage de ce prix. Donc mettons que je dis que cette salle, c'est 10 000 €. Je dois payer 10% en taxe du prix que j'ai mis. Et la contrepartie, c'est que si quelqu'un arrive et veut acheter ce bien pour plus que le prix que j'ai indiqué, du coup c'est lui qui prend la propriété de ce bien. Donc ça veut dire que si je veux payer pas beaucoup de taxes, je fais un prix
très petit. Par contre, j'ai le risque que quelqu'un vienne et achète du coup le bien et j'en perds la propriété. Si je veux complètement conserver la propriété du lieu, je vais mettre un très gros prix pour que personne n'achète. Par contre, je vais payer beaucoup de taxes et donc mon intention d'être vraiment égoïste du coup, est répercutée sur une taxe que je dois payer à la communauté. Donc c'est un mécanisme et du coup, c'est une idée qui peut être appliquée sur des périmètres et c'est ce qui est en train d'essayer d'Ether. Donc d'Ether, c'est pour échanger dans la rue en gros des crypto-monnaies. Et ils veulent expérimenter cette taxe pour, si je veux avoir un monopole sur une zone pour pouvoir échanger, du coup ils mettent aux enchères ces zones. Et donc pareil, les gens, c'est comme s'il y avait des enchères permanentes, et celui qui a le bien ou l'asset ou la zone, la zone doit payer un pourcentage de taxes associé au croissant. Donc voilà, c'est des anciens mécanismes qui existaient dans certains économistes qui sont aujourd'hui expérimentés grâce aux technologies smart contract et de pouvoir jouer un peu comme ça sur des valeurs de choses et des assets qu'on possède. Et par contre, c'est la première fois qu'on applique ça par contre. Enfin, c'est des théories, mais elles n'ont pas encore été appliquées ou il y a déjà eu des essais j'ai pas. Peut-être qu'il y a déjà eu des expérimentations, en tout cas. J'en ai pas connaissance. Il y a un deuxième outil qui est présenté aussi dans ce livre. Dans ce livre, il y a plusieurs chapitres, là j'en ai juste pris deux qui me semblaient intéressants. C'est le quadratic voting. Donc l'idée du quadratic voting, c'est de pouvoir exprimer l'intensité de ses préférences. Et donc, par exemple, une personne va avoir 100 de crédit de vote. Et il va avoir plusieurs choix, une liste de choix sur lesquels il doit voter. Et s'il veut mettre toute l'intensité de ses votes sur une cause qui lui paraît primordiale, il a ce choix de pouvoir mettre tout son poids de vote sur une seule chose. Donc ça évite les tyrannies de la majorité et ça permet aussi de pouvoir vraiment intensifier ses préférences dans un système de vote. Et du coup, donc ça c'était le premier livre de base, et après, donc, du coup, pour revenir à l'histoire des grants et comment on finance donc ce qui est appelé le CLR, c'est qu'il va y avoir donc l'Ethereum Foundation qui a donné les 50 000 $. C'est la première entité, donc c'est soit un gouvernement ou un philanthropiste ou une fondation qui dit je veux aider telle cause avec 50 000 $. Donc il y a une liste de projets potentiels. Et après elle dit par contre j'ai envie que la décision de cette distribution des fonds soit portée par une communauté globale. Et c'est là où il y a le deuxième acteur qui arrive, c'est un ensemble de petits donneurs qui, de par leurs petits dons, ils vont permettre d'indiquer leurs préférences et le fonds va être distribué, un peu comme l'histoire du quadratique, il va être distribué de manière plus représentative de ce que veut la communauté. Et donc si on reprend l'exemple du grant qui a été fait, les 50 000 $, du coup il y avait une liste de projets. Et donc les projets ont reçu finalement deux financements, à la fois tous les petits contributeurs qui ont donné pour ces projets, c'est la partie à gauche, et la partie en bleu, c'est le fonds de la fondation qui est venu compléter les petites donations. Et on voit que plus il y a eu de contributions sur un projet, plus ça veut dire que la communauté pense que ce projet est important, et plus le fonds qui était là a donné plus d'argent. Si on prend le premier, par exemple, il a eu même 12 contributeurs, on voit que sur les 50 000, il y a eu 4 000 $ qui ont été donnés parce qu'il y a 12 contributeurs, ça veut dire qu'il est vu de la communauté, il est plus important qu'un autre projet qui a eu 3 contributeurs, et donc lui, il a reçu moins en proportion
par rapport à là où il y a plus de contributions. Et un autre schéma pour comprendre comment est alloué justement ce fonds de 50 000 $, c'est si un projet donc, il va recevoir 275 $ par un seul contributeur, ça va être en gros, ok, il a reçu 275 $, mais il n'est pas populaire parce qu'il n'y a qu'un seul contributeur. Donc le fonds général lui reverse que la petite partie verte. Par contre, si on prend un autre projet qui lui a reçu aussi 275 $, mais de plus de personnes, donc ici 10 personnes, du coup ça veut dire qu'il y a une intensité dans la communauté pour aider ce projet. Et le fonds général, du coup, va lui allouer beaucoup plus de fonds pour encourager le financement de ce projet. Donc c'est une application concrète d'un peu des théories d'économie qui a été testée là sur Bitcoin. Je trouvais intéressant de présenter. Donc là, on voit que ça peut être dans des projets open source, mais après, maintenant c'est libre à la base, c'est aussi pour d'autres biens communs, que ce soit pour les financements de campagne ou on peut imaginer des votes quadratiques sur des échelles locales dans des élections municipales. Il faut rénover le stade de foot, la crèche ou je sais pas. Et les gens, ils ont des crédits de vote et ils donnent leur intensité de vote pour donner le choix. Enfin, après, ça peut être décliné sur d'autres secteurs. Donc la dernière chose que je voulais présenter, là dans les exemples, on a toujours un donneur initial, que ce soit une fondation ou un gouvernement qui donne un apport financier initial. Et donc je voulais présenter, donc c'est Continuous Organisation. Donc là, ce qui est bien là-dedans, c'est qu'on a l'idée, c'est qu'on a donc une courbe, donc un bonding curve. Et les gens, au début du projet, vont pouvoir, chaque fois qu'ils vont... Donc au début, ça va être les fondeurs ou sa famille, la love money, comme on appelle, qui vont aider le début d'un projet. Et donc plus les gens donnent au début, plus le token, ici à droite, c'est le nombre de tokens en circulation. Et plus il y a de tokens qui sont émis à chaque fois que les gens achètent, plus le prix il va suivre une courbe ascendante. Donc ça peut être des mécanismes justement si on reprend le projet de NPM qui va peut-être devenir anthropique, où on veut que finalement ce ne soit pas apporté par un VC d'une boîte qui doit apporter des milliards de téléchargements par mois. Si on veut créer des écosystèmes, se dire en effet il y a 10 millions de users, comment on s'organise pour assurer un financement de ce produit qui est utilisé par des millions de gens. On peut imaginer que des mécanismes comme ça, où finalement ici à la fois les fondeurs, les investisseurs ou les utilisateurs peuvent être là pour financer ce type d'organisation. Et donc quand les gens ils achètent, donc c'est la partie verte, c'est ce qui va aller à l'organisation, et la partie bleue, c'est les gens à tout moment, la liquidité assurée, ils peuvent aussi revendre en disant finalement soit je pense que j'ai atteint des gains, je peux vendre, ou alors j'ai plus confiance en ce projet, je peux vendre. Et donc la partie bleue, c'est à tout moment, les gens peuvent aussi sortir aussi du projet. Et c'est pour ça que c'est continu, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans un projet où il y a des phases de financement, où il faut un seed round, des levées de fonds classiques. On est vraiment dans du temps réel. Et pour l'organisation, c'est intéressant puisque dans les phases où les gens achètent, du coup, à chaque fois, elle a le financement naturel pour son organisation. Et donc là, on peut se demander, c'est si tout le monde commence à vendre, du coup le prix il descend, et on peut arriver à un moment où on se dit comment ça finalement quand ça descend, il y en a qui peuvent dire c'est une opportunité qu'il soit si bas, et du coup ça peut osciller comme ça de cette manière-là.
Je vous invite à. Donc c'est un ancien de l'INSA, Thibaut Fabre, qui a écrit ce papier qui est, je pense, très intéressant. Et il y a aussi une presse, j'ai une presse à Aragon, la conf d'Aragon, où il présentait. Et à ETHCC, il a fait une présentation aussi de ce système. Et donc, c'était un peu l'introduction que je voulais faire, un peu orientée sur les problématiques des projets open source et comment des organisations collectives avec certains outils peuvent amener des solutions pour trouver des financements sur des longs termes sur des projets open source. Et voilà. Du coup, je vais laisser la parole à Jérôme pour Moloch DAO et il vous expliquera.